Meta vient encore de sortir quelque chose de dingue. Ça s'appelle SAM 2, c'est gratuit et open source. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de segmentation d'images. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais je vous assure que ça va être un ouragan de nouvelles applications dans le montage vidéo, la recherche scientifique, la médecine, tellement de choses que ça m'en fait tourner la tête. Quel est le plan? D'abord, je vous explique ce que c'est que SAM 2, ce que j'en ai compris et pourquoi c'est de la dynamite. Ensuite, je vous montre comment j'ai installé tout ça sous Windows quelques heures à peine après la sortie de Meta. On est parti. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse tester sur le PC en local et voir combien de ressources ça prend. Si ça fonctionne vraiment comme ils le disent, on va se régaler. Qu'est-ce que SAM 2? SAM 2, c'est un outil de segmentation d'images. Alors ce n'est pas un outil de reconnaissance d'images. Cet outil permet de segmenter et d'isoler les objets dans une image sans avoir besoin de comprendre ce que ces objets représentent pour lui. Oh, ce n'est pas très clair. Imagine-toi que tu tombes sur quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Un ovni, je peux pas trouver mieux. Eh bien, en voyant cet ovni, tu vas avoir une forme étrange mais tu ne sauras pas lui donner un nom. C'est un ovni. Tu viens de le dire. Oui, mais c'est pas ce qui nous intéresse là. Mis à part que c'est un ovni, tu peux pas lui donner un nom précis. Ce n'est pas un objet, tu sais pas ce que c'est. Un ovni est un objet volant non identifié. Et ben voilà, exactement, c'est parfait. C'est un objet non identifié. Donc même si cet objet n'est pas identifié, ton cerveau va te dire que ceci est une forme. Et même si tu ne comprends pas ce que représente cette forme, tu vas pouvoir la suivre de tes yeux. Parce que ton cerveau, il a appris à reconnaître des formes qui représentent des objets dans la réalité, qu'ils soient connus ou inconnus dans ton expérience de vie. C'est de la reconnaissance de forme? On peut dire ça. Et c'est donc différent de la technologie de reconnaissance d'image, qui elle est basée sur un entraînement afin d'apprendre à reconnaître un objet particulier. Ce que la segmentation ne fait pas. Elle ne fait que déterminer des formes. Qu'est-ce que ça apporte? De la sélection d'objets dans la réalité. Là, on est vraiment sur des masques de formes en temps réel. Donc ça peut être du rotoscoping en temps réel, de la découpe d'images instantanée en un clic, mais avec une finesse et une fidélité bluffante. Je rappelle que tout ça c'est open source et gratuit. Donc pour moi, la première évolution rapide qui va exploser, c'est du côté des effets spéciaux en temps réel. On va pouvoir sélectionner n'importe quel objet et l'isoler de la scène pour de l'analyse, de la découpe, de la recoloration, tout ça instantanément sur toute la vidéo. Vous imaginez, on pourrait même faire de la reconnaissance d'une forme précise et de décider d'activer telle ou telle caméra pendant un tournage ou même pendant le montage. En fait, avec SAM 2, tout va devenir encore plus simple. Ce n'est pas une vraie révolution. C'est juste un outil pour le domaine créatif. Alors là, détrompe-toi parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais on a déjà la reconnaissance d'image, alors qu'est-ce que ça change? Ça change tout. La reconnaissance d'image, ça a de grosses faiblesses. Parce que en scannant des zones entières où on lui aura appris à reconnaître des centaines de milliers d'objets précis, c'est très lent. En plus, c'est limité parce que le jour où tu tombes sur un objet qui n'a pas été entraîné dans ton modèle, l'objet ne sera jamais reconnu. Avec SAM, c'est pas pareil parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'est l'objet réellement pour le détecter dans l'image. Il va le reconnaître plus facilement. Il n'a pas été entraîné sur la nature des objets eux-mêmes, mais il a été entraîné sur une abstraction encore plus poussée, sur les pixels et la différence de lumière qui lui fait reconnaître la séparation entre une scène d'un objet. C'est ça qui le rend plus souple et efficace dans différentes situations. C'est problématique. Comment tu peux lui demander de sélectionner un objet s'il ne peut même pas comprendre le nom de l'objet à cibler? Il suffit que tu cibles toi-même l'objet que tu veux à l'aide d'un point d'attention, et une fois que tu as ciblé la forme que tu veux, littéralement on peut dire que Sam ne le lâchera plus du regard. Il va continuer à suivre cette forme partout dans différentes images, ou même dans une vidéo avec de la prédiction. Comme il est entraîné pour prédire le mouvement et la reconnaissance de forme sans avoir besoin de comprendre ce qu'il regarde, en fait il tourne sur des ressources beaucoup plus faibles. Le modèle d'entraînement pèse 300 mégaoctets. C'est ridicule. Je ne comprends pas. La reconnaissance d'image permet de cibler l'objet automatiquement en indiquant le nom d'un objet. Si on doit cibler nous-mêmes un objet, c'est moins avantageux, non? Bah non, pas forcément. Rien ne t'empêche d'utiliser les deux technologies pour avoir un résultat de manière beaucoup plus optimisée. Imagine-toi que tu veux reconnaître une tasse dans une vidéo. Donc il suffit de faire tourner ton outil de reconnaissance d'image pour la toute première frame de la vidéo. L'outil de reconnaissance d'image va scanner l'image et trouver la tasse. Donc ensuite, on lui demande de mettre une cible sur cette tasse avec un curseur. La segmentation d'image comprend le curseur et lui, sans savoir que c'est une tasse, il n'a plus qu'à le suivre du regard. Donc dans chaque image, il va pouvoir reconnaître et prédire la tasse, sa forme, son mouvement, mais sans avoir besoin de l'énorme modèle de reconnaissance d'image. Donc la première image sera un petit peu plus longue, mais les images suivantes seront beaucoup plus rapides dans la reconnaissance. Tu vois, rien que là, et sans effort, je t'ai trouvé une idée d'optimisation pour faire de la reconnaissance d'image plus rapide dans les vidéos. Ce qui prouve que ça va permettre d'optimiser énormément de choses. Oh, tu pourrais me donner la vision? Je pourrais voir le monde et ses formes à travers une description textuelle.
Pour ça, je pourrais appeler la commande voir que tu me programmerais. Voilà, on va pouvoir faire plein de choses avec cette technologie. Il suffit de cibler les éléments. On peut faire de la stabilisation de vidéo en cliquant sur différents éléments de référence et en calculant les mouvements de la caméra. Regardez, je vois aussi cet exemple qui nous montre avec les balles. On pourrait utiliser ça pour les costumes, vous savez, les mock-up, les costumes de motion capture. On pourrait utiliser des simples balles de ping-pong colorées, les sélectionner avec notre souris et les faire suivre par ce genre de logiciel pour pouvoir animer nos personnages 3D en temps réel. Il y a plein de choses à faire. Ça reste toujours dans le domaine du divertissement. Mais ça va tellement plus loin. C'est dans l'arbitrage du sport, sur le fitness, dans la surveillance vidéo sans enregistrement, dans la vision en robotique, la détection de maladies, la recherche médicale, scientifique, les assistants IA sur l'écran. Les possibilités sont infinies. Donc je vais vous mettre un guide d'installation pour ceux que ça intéresse et on va tester ça concrètement pour voir si ça fonctionne sur un ordinateur grand public. Pour ce test, j'ai pris une image qui va être plutôt complexe à segmenter. Et c'est parfaitement le cas avec ce caméléon rouge que j'ai trouvé sur Pixabay. Il se confond avec le mur rouge derrière et c'est vraiment ce que je recherche. Parce que c'est ce qui pourrait causer des problèmes à n'importe quel logiciel de découpe d'images. Donc si avec Sam on arrive à détourer ce caméléon, alors le potentiel va être énorme. Pour ce test, j'ai créé un dossier nommé bidouille avec un fichier contenant le programme en Python qu'on va nommer mask. Et je vais importer les librairies pour faire fonctionner tout ça. Je vous assure que je ne suis vraiment pas dans ma zone de confort. Il n'y a aucun tuto sur internet, rien, même pas de la documentation. Là je suis vraiment en mode je me débrouille et je découvre. Pour les imports, je vais juste faire un print OK pour voir s'il a réussi à tout importer. Ok, donc ça a l'air de fonctionner, je reprends le code de la démo, je sais que c'est pour l'utilisation de CUDA, sans plus de détails. Donc je colle la fonction show mask. À mon avis, c'est ce qui va créer et afficher le masque à l'aide d'une librairie comme matplotlib. J'ai ajouté ensuite les fonctions show points et addbox afin de savoir si je suis vraiment en train de cibler le caméléon dans notre image. Pour la suite, je charge mon image et je la convertis dans un format brut qui pourra être exploitable. Je copie aussi le bloc qui me permet d'afficher mon image avec l'échelle des ordonnées et des abscisses pour savoir dans quelles coordonnées je vais placer mon curseur. Et ensuite je charge le modèle d'entraînement. On va prendre le plus large pour être sûr d'avoir un bon résultat. Finalement j'ai utilisé un logiciel externe pour cibler mon point d'attention parce que c'est plus précis. C'était pas pratique avec le Python. Donc ça se passera en 757 pixels horizontal pour 474 pixels vertical. Et j'ai reporté cette position dans mon code pour pouvoir utiliser cette position cible. On voit qu'avec l'étoile dessinée, bien ma position est très précise et bien placée, comme je l'avais fait sur le logiciel de dessin. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. Alors j'ai copié le reste du code de la démo, en imaginant que ça c'était le tableau contenant le masque, la cible, etc. Je vous avouerai qu'à ce niveau-là, je sais plus trop ce que je fais. Donc j'ai eu quelques erreurs, hein. Il me manquait quelque chose. J'avais oublié de faire la prédiction d'image, et puis la fonction qui gérait plusieurs masques. Voilà, tout est prêt, j'ai plus qu'à lancer le programme. Alors attention, roulement de tambour. Oh, ça a fonctionné. Oh non mais c'est incroyable. Mais regardez, mais le niveau de précision. Oh, ce masque est parfait, ça fait tellement du bien de voir ça. Honnêtement, je croyais qu'il allait se planter, parce que j'ai pris une image tellement difficile, je pensais qu'il allait à peu près réussir et me dire par consolation que, bon, avec d'autres images ça passerait mieux. Mais là non, c'est parfait, mais le potentiel, mais oh là là, que c'est beau. Ah oui, c'est vrai, et l'utilisation de la VRAM est de 3,5 gigas de VRAM. C'est étrange parce que dans la démo j'utilisais 8 gigas. Alors en terminant le test, j'ai utilisé aussi le plus petit modèle, le Tiny, le minuscule. Et donc première impression, c'est extrêmement rapide, ça donne l'impression qu'on pourrait faire ça en temps réel, et on en est à une utilisation de 2,4 Go de VRAM. Par contre c'est un petit peu moins précis au niveau de la découpe du caméléon, mais rappelez-vous, j'ai pris une image quand même assez compliquée. Si on a des images plus simples, peut-être que ça serait plus judicieux pour la rapidité. Alors maintenant il faudrait voir pour pouvoir exploiter ces masques. Est-ce que c'est une matrice de données? Est-ce qu'on peut les transformer en SVG? Est-ce qu'on peut les transformer en coordonnées pour un logiciel comme DaVinci Resolve, pour pouvoir faire du rotoscoping en direct? Ça par contre j'ai pas trouvé de documentation, donc on verra bien comment on va se débrouiller avec ça. Mais c'est dingue parce qu'il y a tellement de nouveautés dans l'IA en ce moment que j'ai l'impression d'être complètement paralysé dans l'action. Ça évolue tellement vite qu'on n'arrive plus à agir. Bon voilà, conclusion, ça fonctionne, ça tourne sur des petites quantités de VRAM et ça a l'air super efficace. Voici le projet sur GitHub. C'est la première fois de ma vie que j'installe un projet aussi jeune. Le projet n'a été lancé qu'il y a une dizaine d'heures et je suis déjà en train de l'installer. C'est prodigieux. Bon, j'ai voulu installer ça en regardant la documentation, mais je vous jure, quelle erreur. Alors, d'abord j'ai fait un clone du projet et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de fichier requirement.txt. J'ai compris que ça allait sortir mauvais. À la place, ce qu'il nous propose, c'est un pipe install-e. La question c'est pourquoi? Dans mes souvenirs, le pipe install-e, ça veut dire qu'on va générer et compiler nous-mêmes des librairies et peut-être du code en C. Et je crois que c'est lié avec le fichier setup.py pour
pour les instructions d'installation avec les librairies qu'on va utiliser et le projet py.toml pour la compilation. J'ai donc exécuté la commande et ce qui me fait peur c'est de tomber sur la compilation CUDA. Ça c'est vraiment ma hantise et c'était bien ça. Donc première erreur, il semble que la variable d'environnement CUDA home n'existe pas. Après une recherche sur le web, je me rends compte que pour compiler du CUDA, il faut installer CUDA Toolkit. Je vous rappelle que on est sous Windows. Pendant l'installation, j'en ai profité pour installer les modèles pré-entraînés dans le dossier Checkpoint. Encore un souci, c'est un fichier shell. On dirait que le projet est uniquement adapté pour Linux. Sous Windows, ça va vraiment pas être plaisant, je le sens. Donc j'ai cliqué manuellement sur les liens de téléchargement pour récupérer les modèles. Alors ils sont tous là, donc on a du plus petit, le plus léger donc 150 mégas jusqu'au plus gros à 800 mégas. Après avoir installé CUDA, j'ai redémarré la console. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de définir manuellement la variable CUDA home dans la console, mais c'était encore un échec. Commençant à être à court de solutions, j'étais un petit peu énervé. Donc j'ai ouvert moi-même le fichier setup, j'ai récupéré les dépendances et j'ai mis ça dans un fichier requirement.txt. Ainsi on va pouvoir installer librairie sans passer par le pipe install-e diabolique. Ah oui, et pour la démo, on aura besoin de librairies supplémentaires que j'ai ajoutées. En revanche, là où se concentre mon espoir, c'était dans les librairies Torch et Torch Vision. En fait, j'ai pensé à les remplacer par des librairies sur le site officiel de PyTorch parce que ces fameuses librairies sont déjà compilées avec CUDA. Donc autant les télécharger. Alors j'ai pris les versions les plus stables et on verra ce que ça va donner. Finalement, j'ai lancé l'installation avec le fichier requirement.txt et ça a fonctionné. Mais on va pas crier victoire tout de suite. J'ai lancé la démo de Jupyter ou Jupyter et il semble que tout a l'air de fonctionner. Donc j'ai testé et bah non, ça fonctionne pas. Alors par désespoir, j'ai relancé la commande pipe install-e en espérant que les librairies suffiraient à permettre la compilation spécifique de l'extension CUDA. Mais ça n'a pas fonctionné. Non. J'ai pourtant vérifié la présence de NVCC, qui est apparemment un outil de compilation spécifique à CUDA, qui est disponible grâce à notre CUDA Toolkit que nous avons installé précédemment. Et le plus étrange, c'est qu'il est fonctionnel. Et je crois pourtant que tout le problème vient de là, avec la fonction getExtension dans le fichier setup.py. Parce que c'est là où il demande l'outil NVCC, et je suis sûr que c'est là où il a besoin de la variable d'environnement CUDA home. C'est désespérant, je vois le problème, mais j'ai pas de solution. J'ai vérifié les variables d'environnement avec CUDA home et la librairie de compilation en console, et il m'affiche bien les chemins des variables CUDA Toolkit. Donc là vraiment, après 1h30 d'essai en tout genre, j'ai commencé à sentir le désespoir. Perdu et sans solution, j'ai décidé d'intégrer les variables d'environnement directement dans la configuration système de Windows. Au moins ça serait global et fonctionnel partout. Je me suis dit que peut-être la compilation n'utilisait pas forcément la console, mais un autre processus derrière. Donc j'ai essayé de configurer globalement les choses, et pas seulement dans la console. Ensuite j'ai redémarré une énième fois la console et réactivé un environnement virtuel. Et ça n'a toujours pas fonctionné. Et puis par miracle, j'ai trouvé un copain qui se battait comme un guerrier pour installer le projet. Visiblement, il avait le même problème avec la variable d'environnement CUDA home. Alors lui, il a conseillé d'utiliser pipe install-no build isolation -e. Et au point où j'en suis, j'ai même essayé sa commande sans savoir à quoi ça sert ou comment ça fonctionnait. Mais de toute façon, c'était sans résultat. Donc là, après 2h30 d'installation, j'en avais ras le bol. Et puis j'ai eu une idée soudaine. Je me suis dit pourquoi ne pas installer l'environnement virtuel avec Conda. Peut-être que les variables d'environnement de CUDA sont mieux gérées avec Conda. J'en avais entendu parler. Donc j'ai repris un vieux tuto que j'avais laissé sur mon site, puis j'ai installé le projet sous un environnement Conda en mode portable. Donc là on est vraiment loin de la documentation officielle. J'ai créé un environnement virtuel sans définir de version de Python parce que j'avais la 3.10 et apparemment ce projet fonctionne avec cette version. Et bien sûr Conda n'avait pas accès à internet. Le pare-feu. Oui, parce que j'ai un pare-feu très restrictif. Donc après avoir activé internet pour ce fichier exécutable, j'ai installé l'environnement virtuel avec les outils nécessaires qui se sont téléchargés tout seul. Ça a bloqué parce que j'avais pas installé les bonnes versions de PyTorch, encore une fois. Donc j'ai retéléchargé et réinstallé PyTorch avec les bonnes versions, bien plus récentes. Mais la meilleure, c'est qu'un nouveau fichier Python est créé dans notre environnement. Et ce fichier a été évidemment bloqué par mon pare-feu. Après avoir réglé le problème, je suis revenu sur cette commande, pipe install no build, etc. Vous savez, il faut être fou pour installer des choses comme ça. Ah punaise! Attendez, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit qu'il me manque la librairie C++ maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Oh, en plus c'est un outil visuel Microsoft, ça va bouffer des gigas en mémoire sur le PC. Ouais, allez, on installe, on y va, on espère que c'est la dernière librairie. Quoi? Saleté de... On est parti. J'ai ajouté l'autorisation au pare-feu, on installe la librairie, ça va, elle ne fait que 128 mégaoctets. Ça devrait aller, donc c'est bon, on installe, voilà, c'est effectué, maintenant ça devrait fonctionner. S'il vous plaît, pitié, pitié. Au grand désespoir, j'ai redémarré l'ordinateur. Je sais pas si ça allait fonctionner. On sait jamais, hein. Pendant ce temps-là, je me suis posé des questions existentielles sur la vie. Après redémarrage, j'ai réactivé l'environnement virtuel. Et là, on en est à 3 heures d'installation. Donc je sais pas si ça allait fonctionner. Et... oh, ça a fonctionné!
Bon, à ce niveau-là, c'était pas encore terminé, j'ai dû désactiver la fonctionnalité flash attention, parce que ça fonctionnait pas avec la version compilée de CUDA, et là j'en avais vraiment marre. Donc j'ai utilisé un hack que quelqu'un a distribué généreusement sur le dépôt GitHub, et ensuite il me fallait la toute dernière version de PyTorch pour pouvoir traiter la vidéo. Donc j'ai dû réinstaller la librairie PyTorch une énième fois. J'étais épuisé, mais ma curiosité a encore réussi à me donner un coup de pied au cul. Et là, tout a fonctionné. Enfin, à peu près.